Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode de Conversation, le podcast consacré à la découverte de portraits atypiques et inspirants. Ce podcast est également disponible en version audio sur les plateformes traditionnelles d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais vous pouvez aussi également trouver une version vidéo sur mon blog matteoferrus.fr et je salue tous les spectateurs qui nous regardent depuis YouTube. Avant de débuter cet épisode, qui j'en suis sûr sera passionnant avec notre invité, vous verrez tout à l'heure, je voulais vous rappeler, chers auditeurs ou spectateurs, que l'Octobre Rose a commencé. Et comme vous le savez, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Et il est d'ailleurs la première cause de décès par cancer chez les femmes. Alors je rappelle juste les chiffres de la Ligue du cancer, 60 000 nouveaux cas détectés chaque année, 12 100 décès dus au cancer du sein par exemple en 2018. C'est donc l'occasion de vous rappeler que chaque femme âgée de 50 à 70 ans peut agir pour sa santé toute l'année en participant à un dépistage du cancer du sein entièrement pris en charge et ce tous les 2 ans. Donc un cancer du sein a 90% de chances d'être guéri s'il est détecté tôt, alors vraiment n'hésitez pas. Et d'ailleurs si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un don à la Ligue contre le cancer sur don.ligue-cancer.net pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et également aider les personnes malades ainsi que leurs proches. Merci pour votre soutien à la recherche. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Virginie Selsac. Bonjour. Bonjour Mathéo, je suis ravie Alors, d'être là. merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Anne-Virginie, vous êtes directrice de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous travaillez depuis 2007 au sein du laboratoire BMBI, Biomécanique et Bioingénierie de l'Université de Technologie de Compiègne, l'UTC. D'abord en tant que chercheuse, puis depuis 2018 en tant que directrice de recherche. Alors je n'ai pas plus détaillé votre parcours pour que vous puissiez nous en parler par vous-même, parce qu'il est dense, et qui de mieux que vous pour nous le raconter. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours universitaire et professionnel pour ceux et celles qui nous regardent ou qui Oui, nous écoutent? avec plaisir. Mais alors, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur. J'ai commencé peut-être déjà, on va revenir même un petit peu avant. J'avais fait un bac et puis comme beaucoup d'entre nous, mais j'aimais tout. Donc c'est vrai que c'est pas simple dans ces cas-là de choisir. Et donc j'étais acceptée à Sciences Po, j'étais en classe prépa. Et puis le destin a fait que la rentrée de Sciences Po était 2-3 jours après, quelques jours après celle des classes préparatoires. Et donc, voilà, j'avais commencé du coup les classes préparatoires et puis j'ai décidé que quand on commence quelque chose, on le finit et c'est ça qui a fait que j'ai, opté pour partir en sciences, et pas aller vers les relations internationales ou des sciences politiques ou quoi que ce soit. Ça c'est voilà, j'ai pris ça comme critère de choix, je suis pas sûre qu'il était bon, mais du coup, ça m'a menée là quand même. Voilà, donc j'ai fait les classes prépa, j'ai les concours, de manière tout à fait classique et j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble, en mécanique des fluides. Et puis, voilà, les années 2 années, 2 premières années sont passées, j'avais pas encore découvert la biomécanique et puis je voulais aller en dernière année à l'étranger. Vraiment, je conseille à tout le monde de partir, de faire une expérience. Moi, je suis partie à San Diego, à UCSD, donc University of California, San Diego. Et donc j'ai passé 1 an, en échange et là, dès le premier jour, j'avais découvert la biomécanique et en fait, j'y suis restée. J'ai fait ma première année cette année-là d'échange, hein, et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur au bout de ça et au bout de l'année et après je suis restée faire ma thèse. Voilà, après les quelques années de thèse, j'ai en fait aussi fait ma thèse, en co-tutelle de thèse, donc j'ai aussi le diplôme français Hmm. que j'avais fait à l'école polytechnique, et après je suis partie en Angleterre, donc sur un poste permanent de maître de conférence, donc ça s'appelle lecturer là-bas assez peu de temps après, j'ai aussi eu le concours du CNRS. Il a fait que je choisisse et donc au bout d'1 an et quelques, je suis rentrée, et depuis je suis à Compiègne, au CNRS. Et ça, on en parlera justement tout à l'heure. Alors, dans une page du journal Dernières Nouvelles d'Alsace, publiée le 27 janvier 2016, Oui, il est indiqué que vous rêviez archéologue ou diplomate. Et c'est alors, vrai. comment vous vous êtes dit, tiens, je préfère la science? Enfant, j'avais toujours envie d'être archéologue. L'enseignement a toujours été là. Je suis d'une famille, voilà, il y a beaucoup de personnes du côté de ma mère, donc l'enseignement, ouais, je suis un petit peu née dedans. Donc c'est vrai qu'en toile de fond après, voilà, comme j'aimais bien les maths, voilà, être prof de maths ou autre, était quand même aussi dans le champ des possibles.
qui dit archéologie, il y avait aussi toutes les idées, musées, et faire l'école des chartes, donc j'avais regardé tout ça aussi. Je m'étais intéressée pour, peut-être aller vers ce monde-là et je crois que c'est un petit peu les hasards après de ce qu'on candidate, quand on est en terminale. Heu, alors au fond, si on y réfléchit, l'archéologie, c'est quand même une science. Alors c'est peut-être une science de l'histoire ou la préhistoire ou de beaucoup de choses, mais il y a un côté scientifique à tout ça. La diplomatie, j'avais envie de quelque chose à l'international. Depuis petite, je lis déjà à 6 ans, je lisais les livres de médecine et j'allais avec les poupées après, enfin jouer au médecin et puis je jouais à tout ça et je crois qu'au fond, en devenant chercheur, j'ai mis ensemble tous les petits bouts des autres métiers auxquels j'ai réfléchi et je cumule un petit peu, voilà, j'enseigne, je voyage, c'est un travail à l'international, et voilà. Donc au fond, j'ai gardé des ingrédients de tout. Oui, parce on a oublié de le dire, mais vous êtes aussi enseignante hein, à l'UTC. Oui, oui, bah, je vais enseigner, à mes heures perdues, je suis pas obligée, mais j'aime bien. Alors, vos recherches portent sur le domaine des biofluides appliqués à la mécanique vasculaire. Vous me corrigez Oui, si c'est oui, pas non, bon. non, tout est juste, tout À est la juste. microcirculation et aux applications d'ingénierie biomédicale. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde scientifique, c'est des termes assez barbares. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous vulgariser vos sujets de Bien recherche? sûr. En fait, je travaille sur toute la compréhension des écoulements sanguins. Donc déjà comprendre, comment se font les écoulements avec toute la complexité liée, à notre système vasculaire. C'est qu'on va aller de très grands vaisseaux quand ça sort du cœur. Bah, déjà on a le cœur, hein, qui est un système, pulsé, donc on sent tout de suite qu'on a, quelque chose à haut débit, parce qu'il y a déjà une force très importante qui est mise et va avoir un écoulement qui va dépendre du temps. Ça, c'est la condition initiale et après ça va rentrer dans le système, vasculaire sur des grosses tailles au départ et on va avoir un facteur 10 000 donc on voit que la physique va changer aussi des grands vaisseaux aux tout petits que peuvent être les capillaires et donc comprendre ça, comprendre quelle est la différence entre le physiologique du pathologique est déjà très intéressant. Mais après il y a l'autre pan, c'est aller aider les médecins une fois on les a aidés au diagnostic et à comprendre comment sont les écoulements et où sont la limite entre pathologie et personne saine, c'est aussi d'aider au traitement et comment amener des nouvelles, solutions thérapeutiques. Donc c'est là, voilà, c'est par rapport à ça que je vais travailler sur l'encapsulation, comment aller protéger des molécules fluides ou autres et aller les transporter à une zone cible. Donc ça, c'est tout ce que je peux faire sur l'encapsulation. Mais je vais aussi sur d'autres projets travailler comment réparer la valve mitrale sans ouvrir en étant sur des chirurgies minimalement invasives où on passe par les vaisseaux. Donc la stratégie actuelle, hein, il y a une vraie révolution en médecine qui a eu lieu et en sciences, hein, il y a une trentaine d'années, c'est que maintenant on ne va plus faire de chirurgie ouverte dès qu'on peut et on va essayer de privilégier des voies très peu invasives. Donc quand on passe par les écoulements sanguins, du coup, on fait une petite incision au niveau de l'aine ou juste on va avec un cathéter passer par la peau, hop, on rentre dans le vaisseau et on navigue. Donc s'il faut aller amener un stent dans le cerveau, on va faire ça. S'il faut réouvrir un vaisseau, ça peut être dans le cœur, ça peut être à tous les endroits du corps, mais tout ça en passant par la voie interne. Donc voilà ce sur quoi je travaille. Alors justement, on va rentrer dans le dur avec l'un des projets que vous menez maintenant depuis quelques années. Vous êtes donc l'une des personnes à l'origine du projet Rénovalve, qui est un dispositif innovant et breveté. Alors breveté au niveau national, je crois, mais pas encore européen, si je me trompe pas. Les demandes sont faites au niveau oui, oui, au niveau mondial et l'internationalisation des demandes a été faite, il y a quelques années et elles sont en cours, d'expertise. Là, on est sur des processus très longs, Hmm. voilà, donc tout court depuis, 2019, à peu près, donc oui, ça fait déjà 4 ans. Donc Rénovalve, qui est un dispositif innovant d'implant cardiaque. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des prémices du projet et où vous en êtes aujourd'hui? Ah bah, je trouve que c'est un joli projet, qui montre un peu ce qu'on peut faire aussi bien en partenariat avec le monde clinique qu'avec les étudiants. Tout a commencé quand des collègues, non, des chirurgiens cardiaques, hein, de l'hôpital, Henri Mondor, donc là on est, au sud de Paris, nous avaient contactés. Ils avaient eu l'idée
d'un nouveau type de dispositif, mais s'estimaient non ingénieurs et ils se sont dit: «Bah, tiens, allons rencontrer des gens qui ont ce côté ingénierie, en complément de nous pour, voir si on pourrait travailler ensemble». Et tout de suite, ça a matché entre nous, le projet était, très intéressant. Ça touche à des problématiques de valve mitrale. Donc la valve mitrale, c'est la valve qui est dans le cœur gauche. Donc c'est le cœur qui est responsable de toute la circulation, pour le sang, hein, que c'est une fois que le sang a été oxygéné, il faut bien l'envoyer au Mmh. cœur au corps, par le cœur. Donc c'est le cœur gauche qui fait ça et l'idée, c'est que cette valve qui est à l'intérieur du cœur entre l'oreillette et le ventricule doit bien se fermer. S'il y a une fuite, on commence à créer on a ces problèmes d'insuffisance mitrale qui se mettent en place, où une partie du sang va retourner dans l'oreillette quand le ventricule se contracte. Donc c'est des patients qui sont vite fatigués, qui deviennent avec des problématiques cardiaques très importantes, très invalidantes, et souvent, comme ces personnes sont souvent âgées, un certain nombre d'entre elles ne sont pas du tout opérables à chirurgie. Parce que Mmh. la chirurgie classique, c'est une chirurgie à cœur ouvert. On va venir réparer la valve, c'est ce qui marche le mieux. Mais encore faut-il pouvoir tolérer l'opération. Il existe sur le marché quand même un dispositif minimalement invasif qu'on va amener, comme on disait là, en passant par les vaisseaux, on arrive dans le cœur droit, on fait un trou entre voilà, d'oreillette droite à oreillette gauche, on redescend pour aller le mettre en place. Donc il y a quand même voilà, il y a un vrai savoir-faire, chose que les médecins savent très, très bien faire ou les chirurgiens ont voilà cette expertise extraordinaire d'aller réussir ça. Mais ce dispositif ne marche pas pour toutes les pathologies, liées à la mitrale et donc il y a on voit qu'il y a un besoin, de développer de nouvelles idées pour aider des patients. Donc on a travaillé avec les étudiants. On avait proposé ça, on a dit: «Bah, écoutez, on va mettre en place des projets, une équipe projet» et des étudiants de différentes filières de l'UTC sont venus travailler avec nous et on a voilà, j'ai coordonné avec des collègues, cela et on est allé jusqu'au dépôt de brevet. Après d'autres voilà, en fait, il y a même 2 brevets qui ont déjà été déposés là-dessus et donc ce projet ensuite a été valorisé, est en cours de valorisation par la SAT-LUTEC qui est dans le monde de la recherche, sont des sociétés d'accélération, les fameuses Mmh. SATT, qui sont responsables du transfert et de la valorisation des inventions et donc c'est avec eux qu'on travaille et voilà, on s'est même écrit là ce matin, on pourrait avoir un premier test, chez l'animal, parce que voilà, quand un dispositif est très mûr, quand on est arrivé à un bon niveau de maturité au niveau création, il faut après faire des tests animaux, ça reste Mmh. le protocole. C'est le seul moyen de se rendre compte en fait des problèmes et de l'efficacité et donc une réunion en train de se profiler, donc ce qui montre que les choses avancent. Donc tout va Heu, voilà, tout donc ça comme ça que ça a été généré. d'accord. Donc concrètement, bah, là, du coup, vous venez de répondre à peu près à ma prochaine question, c'est est-ce que le projet Rénoval est en voie d'industrialisation, de commercialisation? Du coup oui, mais on est sur des processus longs. C'est ça. Oui, c'est que Voilà, ça il faut ça se fera pas garder dans les 2 prochaines années, ça se fera, non, malheureusement, on est sur quelque chose qui est plutôt sur une durée, d'une petite dizaine d'années, mais on s'est déjà donné 3 4 ans pour essayer d'aller jusqu'aux phases précliniques. Alors bien sûr, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de développement dispositif, vous vous doutez qu'il y a plein de go, no go, c'est les expressions un peu consacrées, où il y a plein d'étapes charnières, où on mmh, se dit: «Bon voilà, où on fait des bilans et on réfléchit au bien fondé de continuer ou non». Donc vous vous doutez voilà, qu'il y en a d'autres entre 2, il y a plusieurs jalons et après mais si tout se passe bien et si on arrive à tout dérouler, on arrivera bah, ça fait déjà une année à peu près que le projet court, donc il resterait encore 3 ans et dans 3 ans, on a les financements, en fait, pour financer toute la création du dispositif, la fin de et aussi en phase d'industrialisation, hein. Parce que là, on le crée dans le but de l'industrialiser. ouais, Donc il faut aussi ça change quand même la réflexion et de 2, l'optimiser pour que ça soit très efficace, d'un point de vue pratique, hein, d'où les tests, sur animaux et normalement, dans 3 ans, on devrait arriver à l'étape où après il faut passer à l'homme. On OK. aimerait avoir finalisé les tests animaux. On a le financement pour, en tout cas. Bon, c'est super. Donc voilà, donc ça avance. Mmh. Alors vos recherches et celles de vos collaborateurs sont mondialement reconnues, hein. Le Je CNRS vous parle remercie. notamment de référence mondiale dans son domaine en parlant de vous. Ouais. Et vous avez remporté de nombreux prix et récompenses. Médaille de bronze du CNRS en 2015,
Trophée des femmes en or en 2015, Ordre national du mérite en 2016. Alors moi, c'est pareil, j'ai appris des choses. Alors pour vous, et c'est assumé, vous ne courez pas après la reconnaissance, ce qui est louable. Mais que ressent-on quand on est primé comme ça à plusieurs reprises pour son travail et ses recherches? Alors d'abord beaucoup d'étonnement, parce que bien sûr la première chose, je crois que si on fait ce métier, on fait pas ce métier pour avoir des récompenses, Hmm. et on est dans voilà, je suis dans un métier où il y a assez peu de gens qui vous disent, «Ah bah tiens, tu as bien travaillé» ou «C'est bien ce que tu fais», c'est quand même assez rare, donc il vaut mieux être automotivé et voilà, et sans attendre quoi que ce soit. Donc quand ça arrive, d'abord c'est de l'étonnement. Moi ça s'est arrivé sur un coup de fil, où un soir là, une des personnes du CNRS, celle qui est en charge de ce genre de choses, m'avait contactée pour m'annoncer ça, que j'allais recevoir la médaille de bronze du CNRS. Donc une grande surprise, et après il y a des choses comme, bah, voilà, qui sont totalement, exceptionnelles et hors normes. Quand je pense au trophée, des femmes en or, que tu as cité, Ouais, ça c'est vous avez partagé quand même le tapis avec les. Alors je crois qu'il y avait Léa Salamé. c'est Enfin, vrai, il y avait quand même des beaux noms. Bérangère Krief. Oui, Bérangère non, Krief, tout il à y fait, avait des très oui, beaux non, noms. non. C'est vrai, et là, ça s'est joué, c'était un mail, c'était je crois un soir, j'ai failli jeter, parce qu'on a beaucoup de spam, hein, comme voilà, je suis pas la seule, hein. Mais donc c'est un message avec une copie, un message collé, une image collée. Le texte, en fait, avait été collé, et du coup, ça avait vraiment une tête de spam, mais à la dernière seconde, avant que je ne l'efface, mon doigt, enfin, mon cerveau a arrêté mon doigt, je me suis dit: «Tiens, on va quand même lire». Et en fait, c'était pour m'annoncer, et d'abord j'ai cru quand même à une erreur, parce que on m'annonçait que j'avais été, bah, que je faisais partie des 3 nominés pour le prix, des femmes en or côté recherche, et ben, donc après avoir contacté les gens, non, c'était pas une erreur, c'était pas un canular, et en fait, l'histoire, c'est vrai, bah, comme quoi, enfin, l'étonnement continue quand, en fait, il y avait 10 prix, je crois, et il y avait en plus, la possibilité, enfin, ils décernaient le prix du public. Donc ça, c'était tout le monde pouvait voter pour, aller choisir parmi toutes les personnes sélectionnées, la personne qui, et en fait, j'ai été sélectionnée pour les 2. Je pouvais donc concourir aussi pour le prix du public, et étonnamment, je l'ai reçu. Alors donc là, mon étonnement, oui, c'est le genre de choses qui normalement n'arrivent pas. Donc c'est des moments, il faut le prendre avec beaucoup de philosophie, et c'est des expériences de vie tout à fait extraordinaires. C'est des rencontres, c'est un week-end comme ça, parce qu'à l'époque, on a pris un train affrété spécial Femmes en Or, donc on est parti de Gare du Nord avec un TGV, étiqueté pour ça, et on est parti à Voriaz pour, un week-end en fait, tout un week-end, tous ensemble, et la cérémonie a eu lieu là-bas, et donc d'être comme ça, voilà, mais du coup, et tout le monde était là, tous des gens que je ne vais jamais côtoyer sinon, hein, Hmm. évidemment, et donc voilà, c'est juste, un autre monde, et des week-ends, voilà. Et pour l'Ordre national du mérite, alors ça s'est passé comment? J'ai juste, alors je ne sais pas qui m'a, donc il faut que, donc comment les gens le reçoivent? On est nommé, Oui. enfin, il y a une proposition, on est proposé, peut-être plutôt le mot serait là. C'est que les grands instituts de recherche vont proposer des noms, et après, ça va au ministère ou je ne sais pas où, d'autres gens vont après regarder et faire un choix. Et suite à ça, moi je l'ai su quand j'ai été, contactée par, la personne des services généraux, enfin, heu, la police, mais ceux qui mènent les enquêtes, puisqu'il y avait enquête, sur moi, et donc ils voulaient me rencontrer. Et donc je lui ai proposé de venir au laboratoire. Donc on s'est rencontrés ici, et puis j'arrive au bout du couloir, et puis il me dit, et puis je viens vers lui, et en fait, il s'attendait pas du tout à ce que ce soit moi, parce qu'après il me l'a dit, il m'a dit: «Je m'attendais à ce que vous soyez beaucoup plus âgé». Donc du coup, donc voilà, D'accord, ouais, c'est très drôle. donc il croyait que j'étais l'étudiante qui lui informait que je
Donc voilà, non mais c'est marrant. C'est vrai que tous ces petits moments, ont toujours un petit côté, cocasse. Il faut savoir garder, voilà, regarder ça aussi avec une petite pointe d'humour évidemment, il fallait Mmh. pas l'oublier. Vous paraissez quand même aujourd'hui très à l'aise. Pourtant, vous avez confié lors de votre portrait aux femmes en or, justement, que vous aviez dû vous dépasser au niveau de la timidité, car vous étiez une enfant timide. Alors, comment vous... Moi j'ai dit pour ça, tous ouais. les gens... Ah oui, oui, pour tous les gens qui Mais seraient c'est vrai. éventuellement timides et voilà, comment vous avez fait pour vous dépasser sur la timidité? J'étais d'une maladie te ouais, d'une timidité totalement maladive. Bah, je crois qu'à un moment donné, il y a effectivement eu la prise de décision qu'il fallait voilà, passer à autre chose, ouais, Hmm. que c'était bien beau, mais voilà, qu'il y avait quand même d'autres choses que juste, rester cloîtré, enfin ou être timide et donc à un moment donné, effectivement, j'ai passé outre et comme après, heureusement, je vais pas trop me soucier des choses parce que bon, faut pas avoir peur dans la vie aussi, d'un tout petit peu de ridicule, d'un peu et garder son âme d'enfant. Bon, je crois qu'après, mon naturel est resté quand même, donc bon, je je risque de dire une petite bêtise à un moment donné, ça peut arriver. En 2007, vous êtes recruté donc au sein du laboratoire biomécanique bioingénierie à l'Université de technologie de Compiègne, où vous êtes toujours aujourd'hui. Toujours. Et si l'on suit votre parcours, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous étiez maître de conférence à Londres au University College. Euh, Oui, Pourquoi avoir fait le choix de partir à Compiègne? ça a été la question. C'est une très bonne question. Donc là, cette question m'a été posée pendant le concours CNRS. Donc pour rentrer au CNRS, c'est sur un concours qui est difficile, donc ce genre de choses, on en a encore parlé ce matin, voilà, c'est des concours très difficiles à avoir, donc vaut mieux pas espérer l'avoir parce que c'est voilà, faut plutôt le voir comme un miracle si jamais ça se produit et qu'on arrive à l'avoir, parce que c'est vraiment des postes très compliqués à avoir et donc j'avais candidaté, une première fois, j'étais encore en thèse en fait quand j'avais candidaté la première fois. Bon, j'étais toute jeune, j'avais encore pas mon diplôme, ça a pas marché, mais étonnamment, je l'ai eu la deuxième fois. Parce que l'année d'après, j'ai recandidaté, alors que je venais tout juste d'avoir l'acceptation, en fait, en Angleterre. Ça, Hmm. c'est mais des collègues, même anglais, m'avaient conseillé. Ils m'ont dit: «Écoute, tu sais pas encore», comme j'étais pas encore dans mon poste en Angleterre, et «Tu sais pas comment ça va être, à ta» et donc ils m'avaient conseillé de quand même réaliser le dossier, l'envoyer, comme on ne sait jamais dans la vie. Bon, donc j'ai suivi le conseil, je l'ai fait. Dieu sait que j'avais déjà l'acceptation, hein, mais voilà, mais j'étais pas en poste encore et donc et après, j'ai eu l'oral et là, à l'oral, parce qu'il y a une personne du jury qui est rapporteur, le rapporteur m'a posé exactement cette question, donc il me l'avait tournée et c'était très joliment tourné. Il me dit: «Bon, si je comprends bien, donc vous étiez à San Diego, à Paris, à Londres et maintenant vous allez à Compiègne. Donc si je comprends bien, Compiègne est la ville des lumières pour vous?» donc donc j'y avais répondu et je pense la remarque marche toujours, que j'avais dit: «Non, c'était une ville impériale». C'est vrai. Heu, voilà, donc c'est vrai, c'est une ville impériale, c'est factuel. Et après pourquoi Compiègne? C'était important d'aller à mes yeux, d'avoir une prise de risque. Hmm. J'ai voulu apprendre des choses que je ne savais pas encore faire. Je n'avais jamais travaillé aux échelles micro, de tout ce qui est microfluidique, d'aller regarder voilà, les comment dans des capillaires, dans des choses aux toutes petites échelles, et j'avais fait un peu de numérique, mais mon projet avait quand même ma thèse était expérimentale, donc j'avais principalement fait de l'expérimental. Donc j'ai voulu, voilà, je suis allée vers la difficulté, vers un projet à dominance, de numérique et sur les échelles micro que je ne connaissais pas du tout. Bon, du coup, il y a une phase d'apprentissage parce que bon, bien sûr, il faut quand même, 2 ou 3 ans pour se mettre, voilà, relancer, créer de nouvelles choses dans ce tout nouveau domaine. Mais je pense que le pari était gagnant parce que ça m'a permis du coup, de balayer tout le spectre, Hmm. et d'avoir maintenant, voilà, d'être capable de faire des études à toutes les échelles, avec tous les moyens, qui soient numériques, expérimentaux, enfin de vraiment d'avoir toutes les facettes et de pouvoir faire des dialogues, entre les différentes modalités, en fait. Donc je ne regrette rien évidemment. Il faut pas dans une vie, hein. C'est vrai. Non, non, mais après beaucoup de collègues m'ont dit: «Mais voilà, enfin, ne comprenez pas pourquoi je quitterais l'Angleterre». C'est un choix qui est pas simple.
Parce que voilà, quand on a 2 belles perspectives, possibles et il faut jamais réfléchir et si j'étais voilà, bien entendu, c'est pas du tout mon style. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait plein de choses à faire et travailler au CNRS, c'est tout à fait merveilleux. Donc je ne regrette, enfin vraiment, je pense que c'était un excellent choix et c'était une chance que j'ai eue de pouvoir venir travailler au CNRS. Toujours dans le journal Dernière Nouvelle d'Alsace du 27 janvier 2016, vous avez confié que transmettre, montrer l'exemple et donner envie sont des valeurs auxquelles vous êtes très attaché. Donc là, là, je vais citer. Si ces distinctions permettent de donner de la visibilité à des métiers qu'on ne connaît pas, on a tout gagné. De moins en moins de jeunes s'intéressent aux sciences, si ce n'est les maths actuellement pour faire de la finance, et on voit que les filles réussissent bien, mais ne choisissent pas ensuite ces carrières de recherche, ou alors sans aller très loin, alors que c'est possible. À votre avis, pourquoi les filles ne choisissent pas des carrières de recherche? Et est-ce que c'est un problème, on en parlait la semaine dernière avec Mohamed Nassiri, qui est vraiment intéressé sur les problèmes d'inégalité de genre. Est-ce que vous pensez que c'est un problème d'inégalité ou de censure sociale ou un autre problème? Alors je pense qu'effectivement là, tu évoquais les prix avant. Je pense que la première chose, c'est que, il y a plusieurs utilités. L'un, elle est pas forcément juste personnelle, parce que pour ça, il y en a pas beaucoup. Mais si ça je trouve déjà toutes ces choses-là et de mettre en lumière, des travaux, ça va déjà récompenser toute une équipe. Donc déjà, Hmm. faut penser qu'on est sur un travail d'équipe, et il y a quand même il y a beaucoup de monde qui se cache derrière quoi que voilà, quels que soient les projets que je vais mentionner et cetera. Il y a Oui, beaucoup de monde Rénoval, vous n'êtes pas seul, ah non, il y a beaucoup de gens on autour de voilà, vous. on exactement et c'est vrai pour tout. Donc je crois qu'il faut, voilà, absolument, voilà, rappeler ça, c'est que, déjà ces projets, ils sont pas en mon nom, ils sont au nom de beaucoup de personnes. Hmm. De 2, je crois qu'effectivement, il faut absolument casser certains schémas peut-être, tout simplement. Je crois qu'une des premières choses, il est déjà dans ce que les jeunes ont envie d'être et de devenir. Donc une des premières problématiques, c'est de changer les a priori, non seulement des gens, mais aussi de toutes les personnes autour. Parce que pourquoi est-ce que les jeunes peuvent se créer une image de quel métier ils ont envie de faire? C'est quand même très lié au dialogue et enfin, à tout ce que les gens autour d'eux ont pu leur dire. Hmm. Donc c'est vrai que véhiculer l'information que les sciences, c'est pour les garçons, et voilà, alors tu bon en français, bah, oui, les filles, c'est bon en français, un garçon, c'est bon en maths. Si quiconque dit cette phrase, elle véhicule un problème. Il y a aucune raison que quelque chose soit stéréotypé, soit Hmm. plus masculine ou plus, donc c'est pour ça que le travail, il est pas que sur la jeunesse, il est sur la société en général. Donner envie et faire comprendre que, voilà, que juste partir du principe de l'égalité, que tout le monde a toutes ses chances, que tout le monde peut tout faire, et que chacun doit trouver sa voie juste par rapport à ce qu'il aime, et non pas par rapport à des barrières qu'on peut artificiellement se mettre. Ouais. Donc je crois que voilà, je suis beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'il reste évidemment, des choses à faire, mais aussi bien côté homme que côté femme. Parce qu'on sait bien qu'il y a des femmes qui peuvent empêcher d'autres femmes de monter, ou qui peuvent être parfois, mettre plus encore de bâtons dans les ronds que d'autres. Donc voilà, il ne faut pas non plus avoir un discours trop figé à dire: «C'est les hommes qui empêchent». Hmm. Je pense de nos jours, c'est plus forcément vrai. Mais il n'empêche que certaines réformes, là, il faut aussi faire attention à comment on fait les réformes du bac. Il faut, sachant comment est la donne, il faut pas, en fait, pousser à ce que les filles n'aient plus, oui, aient moins envie encore qu'avant de prendre les filières de mathématiques parce que trop mis, voilà, pour une petite élite, hein, ou vous voyez, pour quelque chose de c'est l'idée de la niche, en fait. Le problème, c'est si c'est trop une niche, elles vont encore avoir moins tendance à le choisir et derrière, elles vont, se fermer des opportunités. Donc il y a vraiment voilà, encore plus peut-être de nos jours avec la nouvelle mouture du bac, un besoin de faire connaître ça et que des jeunes filles se projettent, ce genre de choses. Et là, c'est vraiment je crois que c'est ça, si ça peut juste servir c'est l'idée de l'exemple, hein, du role model en anglais. Hmm. C'est juste les gens peuvent savoir qu'on peut faire on peut faire ça, on va avoir ces métiers en étant heureux, voilà, avec, et de projeter en fait, donner envie, juste en disant: «Bah tiens, oui, ça a l'air chouette là sur sur quoi elle travaille».
bah, je crois que là, on a gagné beaucoup. Alors c'est ma dernière question, et c'est aussi le moment un petit peu esprit critique, ouvert, réponse, question un petit peu ouverte. Que pensez-vous de l'état de la recherche scientifique en 2023 ? Est-ce que vous avez assez de moyens, vous, en laboratoire, pour mener à bien vos recherches ? Et est-ce qu'il faudrait promouvoir encore plus la recherche scientifique à vos yeux ? Alors la réponse est oui, évidemment. Mais la réponse est oui surtout, je dirais. Oui, on a les moyens. Oui, la recherche va bien. Bien sûr, on peut toujours chercher du mieux partout. Hmm. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs ou si elle a été plus verte en d'autres temps, et cetera. Il faut savoir prendre la donne telle qu'elle est et en faire et juste voilà, faire au mieux avec ce qu'on a, mais par contre espérer, voilà, que les choses progressent, dans un sens positif. Donc c'est vrai que, la recherche va quand même bien. On a des laboratoires qui tournent, on a du matériel, on a un esprit d'entraide. Je crois qu'une des forces de la recherche en France, c'est de travailler tous ensemble, d'avoir un collectif. Un laboratoire est un collectif, on n'a pas de frontières, on peut utiliser tous les dispositifs, même interlabos, enfin, on est sur quelque chose de très ouvert et ça donne accès à un champ de dispositifs qui est énorme. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire. On a encore des postes. Alors d'accord, on en a moins, on peut voilà, il y a plein de choses, Mais mais il il y en y a a encore des toujours. postes, il y en a toujours. Il y a des débouchés, donc on peut faire carrière et le métier de chercheur, reste un métier fantastique. Alors, donc je crois que oui, j'espère qu'il y a encore plein de jeunes qui vont vouloir le faire. Eh ben, merci beaucoup Anne-Virginie Salsac d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner dans Merci Conversation. Mathéo. Vous avez donc du coup un parcours très inspirant, et je pense que ça va fortement intéresser les jeunes. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et que vous travaillez à l'Université Technologie de Compiègne dans le laboratoire BMBI, biomécanique et bioingénierie. Avant de terminer cette émission, je vous rappelle bien sûr que la campagne de l'Octobre Rose a démarré. Donc vous pouvez faire un don pour soutenir la recherche, les personnes malades et leurs proches auprès de la Ligue du Cancer sur don.ligue-cancer.net. Merci pour votre soutien. Et si vous avez un parcours inspirant ou atypique et que vous souhaitez le partager avec nous, envoyez-moi un mail à conversation au pluriel @mathéoferrux, donc Mathéo classique, FE2RUX.fr. Je prendrai une joie de vous répondre. À bientôt. Merci Mathéo.